Bonjour, je m'appelle Kieran Murphy, j'ai 35 ans. Je suis géologue et travaille pour une société minière à Denver, dans le Colorado. Si vous me demandez d'où je viens, je dirais d'une petite ville appelée Havenfield, nichée au cœur des champs de blé doré du Nebraska. Mais si vous me demandez où est ma véritable appartenance, je hocherai la tête, car la réponse n'est pas simple. J'ai passé ma vie à chercher un endroit où me sentir chez moi. Un endroit loin de l'odeur nauséabonde de l'alcool bon marché, du bruit des cris ou des bleus que je croyais autrefois inévitables à l'enfance. Aujourd'hui, assis ici, regardant par la fenêtre de ma chaleureuse maison, je veux vous raconter mon histoire. L'histoire de comment un garçon qui a grandi dans la douleur a trouvé la lumière malgré un chemin semé d'embûches. Havenfield n'était pas le genre de ville qu'on voit sur les cartes postales. C'était une petite ville délabrée, avec quelques rues principales chaotiques et un seul bar toujours plus fréquenté que l'église. Ma maison se dressait à la sortie de la ville, une vieille maison en bois de 2 étages aux bardeaux écaillés et aux fenêtres toujours closes pour cacher les secrets qu'elle contenait. Mon père, Shawn Murphy, était mécanicien, mais il travaillait rarement. Ma mère, Maureen, était caissière, mais elle a démissionné quand j'avais 5 ans, prétextant qu'on n'avait pas besoin d'elle. Tous deux étaient alcooliques et buvaient de l'alcool fort et bon marché acheté à l'épicerie du coin. L'alcool les faisait rire, pleurer, et parfois se battre, ou pire, les poussait à se retourner contre moi et mes frères et sœurs. J'étais l'aîné, né alors que mes parents étaient encore jeunes et rêvaient d'une vie meilleure. Mais ces rêves se sont vite évanouis comme la vapeur qui s'échappe d'une tasse de café chaud. Après moi est venu Declan, 10 ans plus jeune, un garçon blond aux yeux bleus qui me regardait comme un héros. Puis il y a eu Liam, le plus jeune, à seulement 2 ans, lorsque j'ai commencé à réaliser que notre famille n'était pas comme celle des livres de contes. J'aimais mes frères et sœurs plus que tout. Et j'ai tout fait pour les protéger, même si cela impliquait de souffrir davantage. Mon enfance n'a pas été marquée par les pique-niques ni les vélos flambant neufs. C'était des nuits blanches, recroquevillé dans mon lit, à écouter le bruit des bouteilles cassées et les cris de ma mère quand mon père a encore perdu un pari aux cartes. Je me souviens de la première fois où j'ai réalisé que j'étais différente. J'avais 7 ans et mon institutrice, mademoiselle Harper, m'a gardé après les cours. « Kieran » a-t-elle dit d'une voix douce mais empreinte d'inquiétude. « Tu vas bien ? Ton col ? Il est déchiré et tu as un bleu sur le bras. » J'ai baissé les yeux vers mon bras où un bleu sombre s'était étendu comme un nuage d'orage. J'ai menti. Bien sûr, je suis tombé en jouant au ballon. Mademoiselle Harper ne me croyait pas, mais elle n'a pas insisté. Même à cet âge, je savais que personne ne pouvait m'aider. Personne n'osait mettre les pieds dans cette maison où même la lumière du soleil semblait réticente à pénétrer. Mon père n'a pas toujours été cruel. Les rares jours où il était sobre, il s'asseyait sur les marches du porche et racontait des histoires sur nos ancêtres irlandais, des fermiers résilients qui avaient survécu à la famine et à la guerre. Le sang de Murphy est un sang de guerrier, disait-il, les yeux brillants d'une fierté rare. J'ai chéri ces moments parce qu'il me donnait l'impression qu'il était encore un père. Mais il prenait la bouteille et ce père disparaissait, remplacé par un inconnu dont les poings étaient plus rapides que les mots. Ma mère était différente. Elle ne me frappait pas, mais son indifférence me faisait plus mal. À 10 ans, j'ai rapporté à la maison un dessin que ma maîtresse avait complimenté. Je pensais qu'elle serait fière, mais elle n'y a jeté qu'un coup d'œil, puis s'est détournée en marmonnant quelque chose comme « Il n'y a pas de place pour des choses inutiles dans cette maison ». Je suis resté là, le dessin à la main, le cœur brisé. Je ne la détestais pas. Je ne pouvais pas. Je voulais juste qu'elle me voie vraiment, ne serait-ce qu'une fois. Mais je n'ai pas laissé ces choses me détruire. J'ai trouvé du réconfort dans les livres. La bibliothèque municipale, un petit bâtiment à l'odeur de vieux papier et au parquet grinçant, est devenu mon sanctuaire. Je lisais de tout, des romans d'aventure aux ouvrages scientifiques. C'est là que j'ai découvert la géologie. Ces histoires de roches, de montagnes et de minéraux enfouis au plus profond de la Terre. J'étais fasciné par l'idée que la Terre, bien que vieille et meurtrie, recelait de précieux secrets. Peut-être me prenais-je pour la Terre, blessé à l'extérieur, mais avec quelque chose de précieux à l'intérieur. En tant qu'aîné, j'ai appris à servir de bouclier à Declan et Liam. Quand mon père se mettait en colère, je les attirais dans ma chambre, je verrouillais la porte et je leur racontais des histoires pour couvrir leurs cris. Un jour, je leur disais, nous allons quitter cet endroit. Nous aurons une belle maison avec une pelouse verte et des fenêtres toujours ouvertes. Declan hochait la tête, les yeux brillants,
et Liam s'accrochait à moi comme s'il craignait que je disparaisse. Je ne faisais pas de vaines promesses. J'y croyais. Il fallait que j'y croie, sinon je ne sais pas comment j'aurais survécu. À 15 ans, la situation a empiré. Mon père a perdu son emploi au garage après s'être saoulé et être entré en conflit avec son patron. L'argent s'est tari et les coups sont devenus plus fréquents. Un soir, alors que j'essayais de l'empêcher de frapper Declan pour avoir cassé un verre, il m'a plaqué au sol. Je me souviens du bois froid contre mon dos, des battements de mon cœur dans mes oreilles et du regard égaré de mon père lorsqu'il a levé la main. Mais il s'est arrêté, trébuchant hors de la maison, me laissant allongé là, essoufflé. Declan a couru vers moi en sanglotant, et je l'ai serré dans mes bras en lui murmurant que tout irait bien. Mais au fond de moi, je savais qu'il me fallait un plan. J'ai commencé à travailler après l'école, à livrer les journaux le matin et à faire le ménage à l'épicerie le week-end. J'ai caché l'argent dans une vieille boîte en fer blanc enterrée sous un arbre dans le jardin. Ce n'était pas que de l'argent. C'était de l'espoir. Une promesse faite à mes frères et sœurs de m'échapper de cet endroit. J'ai étudié plus dur que jamais, veillant parfois toute la nuit avec une lampe de poche pour réviser mes cours, car l'électricité était souvent coupée. Ma professeure de sciences a vu mon potentiel. Elle m'a dit un jour, « Kiran, tu es capable de grandes choses. Vole haut, vole loin. Ne laisse pas cet endroit te retenir. » Ces mots étaient comme une petite flamme, suffisante pour me réchauffer pendant les jours les plus froids. Mais je n'étais pas toujours forte. Certaines nuits, quand la maison était plongée dans le noir, je restais seul à me demander si je méritais une vie meilleure. J'aimais mes parents malgré la façon dont ils me traitaient. Je me souvenais de ma mère qui chantait des berceuses quand j'étais petite, ou de mon père qui m'avait appris à lancer une balle. Ces souvenirs m'empêchaient de les haïr, mais ils étaient aussi plus douloureux, car je savais qu'ils ne changeraient jamais. À 18 ans, j'ai reçu une bourse complète pour une université du Colorado afin d'étudier la géologie. C'était le moment que j'avais attendu toute ma vie, une porte vers la liberté. Mais quand j'en ai parlé à mes parents, ma mère a esquissé un léger sourire, et mon père a dit, « Ne te prends pas pour meilleur que moi juste parce que tu vas à l'université. » Je n'ai pas discuté. J'ai fait mes bagages, j'ai serré Declan et Liam dans mes bras, j'ai promis de revenir les chercher et j'ai quitté Havenfield sans me retourner. Tandis que le bus me transportait hors de la ville, j'ai regardé par la fenêtre le champ de blé qui s'étendait à perte de vue. Je n'ai pas pleuré, mais j'avais le cœur lourd. Je ne quittais pas seulement mes parents. Je quittais une partie de moi-même. Le garçon qui espérait encore un jour que sa famille deviendrait une vraie famille. Mes bagages pour commencer mon parcours universitaire se résumaient à un sac à dos avec quelques vêtements dans la boîte en fer contenant mes économies. Ma destination était l'université du Colorado à Boulder, où j'avais reçu une bourse complète pour étudier la géologie. C'était à la fois libérateur et terrifiant, comme marcher sur une corde raide entre le passé et l'avenir. En arrivant à Boulder, j'ai découvert un monde complètement différent. Plus d'odeur de cigarettes ni de bruit de disputes. Pas de regards indiscrets de voisins, juste des rues bordées d'arbres, les bâtiments en briques rouges de l'université et un air frais qui me donnait envie de respirer profondément. Pourtant, je ne me sentais toujours pas à ma place. Mes camarades de classe, avec leurs vestes neuves et leurs histoires de vacances en famille, semblaient venir d'une autre planète. Je me cachais dans mon vieux pull et empruntais des manuels à la bibliothèque, essayant de cacher ma pauvreté. La bourse couvrait les frais de scolarité et le logement, mais je faisais tous les petits boulots possibles, plonger à la cafétéria, pelleter la neige en hiver, et même livrer des pizzas le soir. Certains jours, je ne dormais que 3 heures, mais je ne me plaignais pas. Chaque dollar gagné me rapprochait un peu plus de ma promesse à Declan et Liam. J'envoyais de l'argent à la maison dès que possible, sachant que la majeure partie servirait à payer les boissons alcoolisées de mes parents. J'écrivais des lettres à mes frères et sœurs pour leur parler des montagnes de Boulder, des rochers trouvés lors des sorties scolaires, et leur promettre de les ramener ici un jour. Declan répondait par des lettres griffonnées disant qu'il allait bien. Mais Liam, encore jeune, n'envoyait que des dessins de maisons et de fils souriants. Chaque lettre était un coup de poignard, me rappelant qu'ils étaient toujours coincés à Havenfield. La géologie est devenue mon point d'ancrage. En classe, j'étais captivé par les cours sur les éruptions volcaniques et les roches vieilles de plusieurs millions d'années racontant l'histoire de la Terre. J'adorais les sorties scolaires où je pouvais toucher les roches, sentir leur texture rugueuse sous mes doigts et imaginer les secrets qu'elles renfermaient. Mon professeur, le docteur Bennett, un homme grand et maigre avec des lunettes qui glissaient sur son nez, a remarqué ma passion. « Tu as l'œil, Kiran »,
m'a-t-il dit après un voyage dans les Rocheuses. Les roches ne mentent pas, mais elles racontent des histoires à ceux qui les écoutent. Ces mots me donnaient le sentiment d'être précieux, comme si je n'étais pas seulement un garçon de Havenfield, mais quelqu'un capable d'accomplir quelque chose. Mais malgré tous mes efforts pour m'intégrer, les cicatrices de mon passé ne s'estompaient pas facilement. Je sursautais quand quelqu'un parlait fort ou je reculais si un ami me touchait accidentellement l'épaule. J'avais peur que les gens découvrent ma famille. Du coup, je parlais rarement de Havenfield. Quand mes amis me posaient des questions sur mes parents, je répondais qu'ils étaient tout à fait normaux et je changeais rapidement de sujet. J'ai érigé un mur autour de moi, ne laissant personne entrer. De peur que s'ils me voyaient vraiment, ils se détournent. Puis j'ai rencontré Sarah. C'était au printemps 2011, j'avais 21 ans et j'étais en 2e année de fac. Je suis allé à la bibliothèque universitaire pour emprunter un livre de minologie, et elle était là, debout derrière le comptoir, ses cheveux bruns relevés et ses yeux bleus comme le ciel du Colorado. Elle a souri quand je lui ai tendu ma carte de bibliothèque, et, mal à l'aise avec les mots, je n'ai pu que marmonner un merci. « Tu aimes les pierres, hein ?» a-t-elle dit en jetant un coup d'œil au livre. Avant, je pensais que ce n'était que des pierres. Mais j'ai vu un quartz rose une fois, et c'était aussi beau qu'un rêve. Sa voix était douce, sans jugement, et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Nous avons commencé à sortir ensemble lentement et naturellement. Sarah ne ressemblait à personne que j'avais rencontré. Elle était intelligente, drôle et voyait le monde avec espoir, comme si tout pouvait s'arranger. Elle m'a emmené faire une randonnée dans les montagnes près de Boulder, où nous nous sommes assis sur des rochers pour admirer le coucher du soleil. Je lui ai parlé des gisements minéraux, de la façon dont le lithium, le métal recherché pour les batteries de voitures électriques, se cachait profondément dans la terre. Elle a ri, me taquinant en disant que j'aimais les pierres plus qu'elle. Mais son regard exprimait sa compréhension. Avec Sarah, je n'étais pas le garçon de Havenfield. J'étais Kieran, un homme plein de rêves, quelqu'un de digne d'amour. À 23 ans, j'ai obtenu un diplôme de géologie et une offre d'emploi dans une société d'exploration minière à Denver. Le salaire n'était pas élevé, mais suffisant pour louer un petit appartement et épargner pour Declan et Liam. Sarah a trouvé un emploi dans une bibliothèque publique de Denver, et nous avons commencé à rêver d'un avenir ensemble. J'imaginais une petite maison avec des étagères remplies de livres et un jardin où Sarah pourrait faire pousser des fleurs. Pour la première fois, j'ai osé croire que le bonheur était à portée de main. Mais le passé ne m'a pas lâché si facilement. Je suis resté en contact avec mes frères et sœurs, mais mes parents ont commencé à m'appeler plus souvent pour me demander de l'argent. Tu travailles maintenant. Tu dois t'occuper de la famille, m'a dit mon père d'une voix rauque au téléphone. J'ai envoyé de l'argent en sachant que ça servirait à acheter de l'alcool. Je ne pouvais pas leur tourner le dos, non pas parce que je les aimais encore, mais parce que je craignais qu'ils ne s'en prennent à Declan et Liam si j'arrêtais. Sarah remarquait mon stress, mais ne connaissait pas toute la vérité. Je ne voulais pas qu'elle voie ma part de faiblesse. Cette part encore coincée à Havenfield. Puis, à 25 ans, Sarah m'a dit qu'elle voulait rencontrer ma famille. Nous sortions ensemble depuis plus de 4 ans et elle pensait que le moment était venu. J'ai paniqué. Je ne voulais pas qu'elle voie la maison en bois défraîchie ni entendre les disputes de mes parents. Mais Sarah a été patiente, me tenant la main et me disant, « Kieran, je t'aime, pas ton passé. Je veux juste mieux te comprendre. » J'ai accepté, même si mon cœur battait la chamade. Un week-end, nous sommes allés à Havenfield. La maison était la même, mais plus délabrée que dans mes souvenirs. Mon père était ivre, affalé dans un fauteuil, une bouteille à la main, et ma mère fusillait Sarah du regard comme si elle était une intruse. Declan, maintenant âgé de 15 ans, m'a serré fort dans ses bras. Liam m'a regardé avec des yeux froids, comme s'il me reprochait de les avoir laissés derrière. Sarah a essayé de discuter, mais l'air était si lourd que j'ai voulu la tirer de là. Quand nous sommes partis, elle n'a rien dit, se contentant de me serrer la main. Sur le chemin du retour, je me suis excusé, mais elle a secoué la tête. Tu n'as pas à t'excuser pour eux, Kieran. Tu as fait tellement mieux qu'eux. Ce soir-là, dans mon petit appartement, Sarah m'a serré dans ses bras et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis des années, je me suis laissé aller à la vulnérabilité. Elle ne m'a pas jugé ni ne m'a quitté. Elle est restée. Et je savais que je voulais être avec elle pour toujours. J'ai commencé à penser à une bague, à une demande en mariage, même si je n'avais pas beaucoup d'argent.
Je voulais fonder une famille avec Sarah, une famille qui ne ressemblait en rien à celle dans laquelle j'avais grandi. Mais juste au moment où je pensais que tout allait bien, un appel de mon père a tout bouleversé. C'était un soir d'hiver. Il a appelé, la voix pâteuse mais résolue. Kiran, tu dois rentrer. C'est important. J'ai demandé ce qui n'allait pas, mais il a seulement dit, reviens et tu verras. Un frisson m'a parcouru l'échine. Je ne voulais pas retourner à Havenfield, mais quelque chose dans sa voix m'empêchait de refuser. Le trajet de retour vers Havenfield a été long et pénible. J'ai traversé des routes enneigées. La radio a baissé le volume pour couvrir mes pensées embrouillées. En arrivant à Havenfield, j'ai pris une grande inspiration, essayant de réprimer cette sensation d'étouffement. En entrant, j'ai vu mon père affalé dans son fauteuil, une bouteille de whisky à la main, les yeux injectés de sang. Ma mère se tenait dans un coin, les bras croisés, me fixant d'un regard lourd et oppressant. Kiran, commença mon père. Assieds-toi. J'ai quelque chose à dire. Il but une gorgée de whisky et continua. Patrick O'Connell, mon ami, a une proposition à me faire. Sa fille, Nora, a besoin d'un mari, et je pense que tu es le choix idéal. Je me suis figé comme si on m'avait giflé. Patrick O'Connell était un ami de lycée de mon père, un fermier travailleur et gentil qui vivait de son ranch et de ses champs à la périphérie de Havenfield. Sa fille Nora était paralysée des jambes après un accident de voiture quelques années auparavant. Je ne l'avais jamais rencontrée, j'avais seulement entendu dire qu'elle vivait recluse, quittant rarement la maison. « De quoi parles-tu » demandai-je, la voix tremblante de colère. « Je n'épouse personne. J'ai ma propre vie. Et j'ai déjà Sarah comme petite amie. » Mon père ricana comme si j'avais dit une bêtise. « Sarah, cette fille n'est pas pour toi, Kiran. Patrick m'a promis, à nous, la famille, 500 000 $ si tu épouses Nora. Réfléchis Y. Avec cet argent, on pourrait changer de vie. Tu ne veux pas que tes frères aient une vie meilleure ? Je le fixai du regard, le cœur battant. 500 000 $. Ce chiffre résonna dans ma tête, non pas parce que je le voulais, mais parce que je n'arrivais pas à croire que mon père était prêt à me vendre pour de l'argent. Tu es fou, dis-je d'une voix basse mais tranchante. Je ne le ferai pas. J'aime Sarah. Je me tournai vers ma mère, espérant qu'elle dirait quelque chose, n'importe quoi. Mais elle fixa le sol, les lèvres pincées. Kiran, dit enfin ma mère d'une voix douce mais tranchante. Tu as une dette envers cette famille. Ton père et moi t'avons élevé, et maintenant tu oses nous tourner le dos ? Tu te crois meilleur que nous juste parce que tu as un diplôme universitaire ? Ces mots étaient comme un couteau qui transperçait les vieilles cicatrices de mon cœur. Declan descendit. Kiran, ne les écoute pas, dit-il d'une voix tremblante. Tu n'es pas obligé de faire ça. Mon père se retourna en rugissant. Tais-toi, Declan. Ce ne sont pas tes affaires. Je levai la main pour l'arrêter, le regard menaçant. Ne le touche pas, dis-je, et pour la première fois, je vis mon père hésiter. Mais il rit, un sourire crispé. Tu seras d'accord, Kiran. Tu fais toujours ce que je dis, n'est-ce pas ? Je quittai la maison ce soir-là en voiture pour me rendre dans un motel bon marché en périphérie de la ville. Je ne dormis pas. Je m'assis sur le lit, fixant le mur, cherchant une issue. Je pensais à Sarah, à son sourire, aux soirées que nous passions allongés sur le canapé à rêver de l'avenir. Je ne pouvais imaginer une vie sans elle. Mais je pensais aussi à Declan et Liam. Comment 500 000 $ pourraient les sortir de Havenfield ? Leur donner la chance que je n'ai jamais eue. Je me détestais d'avoir pensé à cet argent, ne serait-ce qu'une seconde. Le lendemain matin, j'allais appeler Sarah quand elle m'a appelé en premier. Sa voix était froide, distante. Kiran, je veux rompre. Ces mots m'ont frappé comme si le monde s'était écroulé sous mes pieds. J'ai secoué la tête, sans comprendre. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Elle a répondu sèchement. Tu n'es pas l'homme qu'il me faut. Et tes parents, je ne les aime pas non plus. Ces mots ont été comme des éclats de verre qui m'ont transpercé le cœur. Je l'ai supplié de m'expliquer, mais elle a seulement dit, je suis désolé, Kiran. Puis elle a raccroché. Et comme ça, notre douce relation de 4 ans s'est terminée d'une manière que je ne comprenais pas. Je ne me souviens plus du chemin qui m'a conduit jusqu'à mon appartement de Denver. Je me souviens seulement du vide, comme si quelqu'un avait creusé un trou dans ma poitrine.
Sarah était ma lumière, celle qui me faisait croire que je pouvais échapper à mon passé. Arrivée à l'appartement, elle avait disparu, laissant l'endroit vide et froid. Je me suis effondré par terre et j'ai bu, une boisson que j'avais juré de ne jamais toucher. Mais ce jour-là, j'ai bu comme si je voulais mettre fin à mes jours. Les jours suivants n'ont pas été plus radieux. Le matin, j'allais travailler comme une coquille vide. Le soir, je rentrais à l'appartement et buvais jusqu'à ne plus me souvenir de ce qui s'était passé. Après environ un mois à vivre comme un alcoolique, comme mon père, j'ai décidé qu'il fallait que je change. Je suis retourné à Havenfield, non pas par envie, mais parce que je n'avais plus rien à perdre. Ce jour-là, mon père avait tout arrangé. Patrick O'Connell est venu chez nous avec sa fille. Il m'a remercié d'avoir accepté d'épouser Nora. Il parlait d'argent, du besoin de Nora de s'occuper d'elle. Je ne l'écoutais pas. Je me contentais d'acquiescer, comme si je m'observais de loin, comme une étrangère. Nora était assise dans son fauteuil roulant, ses cheveux noirs soigneusement attachés en arrière, ses yeux bruns perçants mais méfiants. Elle ne souriait pas, se contentant d'un bref bonjour. Je me sentais coupable de la regarder, non par pitié, mais parce que je savais que nous étions toutes les deux victimes des adultes qui nous entouraient. « Je ne veux pas te forcer », dit-elle quand nous fûmes seuls. « Si tu ne veux pas, dis simplement non. » Sa voix était calme, mais il y avait une profonde tristesse dans sa voix. J'aurais voulu dire non pour fuir tout ça, mais je ne l'ai pas fait. « Je t'épouserai, dis-je, et elle hocha la tête comme si nous venions toutes les deux de signer un contrat dont aucune de nous ne voulait. Le mariage eut lieu dans une petite église froide et vide. Je portais un vieux tailleur et Nora une simple robe blanche. Pas de fleurs, pas de musique, juste le regard avide de mes parents et de deux clans, debout dans un coin, qui me regardaient avec une douleur insupportable. Quand le prêtre m'a demandé si je prenais Nora pour femme, j'ai voulu crier non, que j'aimais Sarah, que je ne voulais pas que ma vie soit comme ça, mais j'ai juste dit que oui. Et c'est tout. Musique. Après le mariage, Nora et moi avons emménagé dans une petite maison que son père louait en périphérie de Denver. Nous ne parlions pas beaucoup. Elle lisait des livres et je continuais à travailler à l'entreprise minière du centre-ville. J'essayais de m'occuper. Je n'en voulais pas à Nora. Elle n'était pas à blâmer. Mais chaque soir, allongée sur le canapé, je pensais à Sarah, me demandant où elle était et pourquoi elle m'avait quitté. Ces questions me hantaient, et je ne savais pas comment y échapper. La maison où nous vivions était une modeste maison de plain-pied avec des murs couleur crème délavés et un parquet grinçant à chaque pas. Il y avait un petit salon, une cuisine et une chambre que j'avais donnée à Nora. Je dormais sur le canapé, recouvert d'une fine couverture, les yeux rivés au plafond dans le noir. Au début, nous étions comme des étrangers contraints de vivre ensemble. Je partais tôt au travail, rentrais tard, et une fois rentré, je m'asseyais à la table de la cuisine pour réviser des rapports de géologie ou écrire des lettres à deux clans et Liam. Nora restait dans sa chambre, la porte légèrement claquante, d'où s'échappait la faible lueur dorée de sa lampe de bureau. Elle lisait des livres, des romans épais ou des ouvrages scientifiques que je n'aurais pas imaginé qu'elle apprécie. Parfois, j'entendais le bruit des pages qui se tournaient, seul bruit qui rompait le silence entre nous. Je ne savais pas quoi dire à Nora. Chaque fois que je la regardais, je ressentais un étrange mélange de culpabilité et d'impuissance. Elle n'avait pas choisi ce mariage, pas plus que moi. Mais elle était là, dans son fauteuil roulant, avec ses cheveux noirs soigneusement attachés et ses yeux bruns perçants, comme si elle m'observait, attendant quelque chose. J'aurais voulu m'excuser, lui dire que je ne la détestais pas, que je ne savais simplement pas comment vivre avec tout ça. Mais je n'ai rien dit. J'avais peur que si j'ouvrais la bouche, tout s'écroule. Nora, en revanche, semblait n'avoir besoin de rien. Elle avait un calme que j'admirais et trouvais à la fois troublant. Un soir, environ 3 semaines après le mariage, je suis rentré tard, trempé par la pluie. Elle était assise dans le salon, un livre d'astrophysique ouvert sur les genoux. « Tu devrais te sécher, sinon tu vas attraper froid », a-t-elle dit. Sa voix était égale, mais pas froide. J'ai hoché la tête, pris une serviette dans la cuisine, et à mon retour, elle me regardait toujours. « Tu n'es pas obligé de m'éviter, Kieran », a-t-elle dit. « Je sais que tu ne veux pas être là, mais on pourrait au moins essayer de parler, non ?» Ces mots ont fait l'effet d'un léger coup de poing. Je me suis assis sur la chaise en face d'elle, gardant mes distances. « Je ne t'évite pas », ai-je dit, même si je savais que c'était un mensonge. « Je ne sais juste pas par où commencer. » Nora a hoché la tête comme si elle avait compris.
Alors, commence par quelque chose de simple, a-t-elle dit. Que fais-tu à l'entreprise minière? J'ai entendu mon père dire, tu es géologue. J'ai été surpris. Personne, à part Sarah, ne m'avait jamais posé de questions sur mon travail avec une réelle curiosité. J'ai commencé à parler avec hésitation de l'analyse d'échantillons de roches, à la recherche de traces de minéraux comme le lithium ou le cobalt. Nora écoutait, posant des questions pointues sur la formation des minéraux et l'impact environnemental de l'exploitation minière. J'ai réalisé qu'elle n'était pas seulement intelligente, elle était passionnée par l'apprentissage, comme je l'avais été pour les roches enfants. Ce soir-là, nous avons discuté tard et, pour la première fois, la maison ne semblait plus étouffante. Ces conversations sont devenues une routine. Chaque soir après le dîner, nous nous asseyions dans le salon pour partager de petites histoires. Je lui ai parlé de sorties scolaires dans les Rocheuses, d'un cristal de quartz que j'avais trouvé à l'université et qui scintillait comme une étoile. Nora a raconté comment, enfant, elle courait dans les champs de son père avant que l'accident ne lui arrache les jambes. Je ne peux plus courir, a-t-elle dit un jour, d'une voix légère, mais sans tristesse. Mais j'ai appris à aimer d'autres choses, les livres, le ciel, les idées. Je la regardais, admirant sa résilience, et je me demandais pourquoi je ne pouvais pas être aussi forte qu'elle. Mais ce n'était pas toujours facile. Certains jours, je rentrais à la maison accablé en pensant à Sarah. Je rêvais encore d'elle, de son sourire, de la façon dont elle me tenait la main tandis que nous marchions sous le soleil couchant. Je me demandais si elle était heureuse, si elle pensait à moi comme je pensais à elle. Ces jours-là, je devenais distante, répondant brièvement quand Nora me demandait comment j'allais. Elle n'insistait pas, mais je voyais son regard, non pas furieux, mais empathique, comme si elle comprenait ce qui me posait problème. Un jour, environ 3 mois après le mariage, j'ai trouvé un petit carnet sur la table de la cuisine. À l'intérieur se trouvaient les notes manuscrites soignées de Nora sur les étoiles, les constellations et les équations mathématiques que je ne comprenais pas. À la fin, elle avait écrit « Tout a une raison, même si on ne la voit pas encore ». J'ai refermé le carnet, avec l'impression d'avoir fait irruption dans quelque chose. C'était privé, mais ces mots résonnaient dans ma tête. Je voulais croire que ce mariage, la douleur de perdre Sarah, tout cela avait un sens. Mais je n'étais pas prêt. Cet automne-là, Nora a suggéré que nous allions dans le jardin, un petit carré envahi par les mauvaises herbes. Je veux planter des fleurs, a-t-elle dit. Tu veux bien m'aider? J'ai hésité. Je ne connaissais rien au jardinage, mais son regard avide m'a convaincu d'accepter. Nous avons passé ce week-end-là, moi, je bêchais la terre, Nora dirigeait depuis son fauteuil roulant, riant aux éclats quand je renversais un sac d'engrais. Tu es un désastre, Kiran, a-t-elle taquiné, et j'ai ri pour la première fois depuis des mois. Nous avons planté des pâquerettes, des tournesols et de la lavande, ce qui, selon Nora, rendrait la maison plus lumineuse. Quand nous avons terminé, mes mains étaient couvertes de terre et Nora avait une trace de boue sur la joue. Je l'ai essuyée sans réfléchir et elle m'a regardé, ses yeux si doux que j'ai dû détourner le regard pour cacher ma gêne. Ce genre de moment commençait à changer. Moi. J'ai réalisé que j'avais hâte de rentrer, de revoir Nora, de l'entendre parler d'un nouveau livre ou me taquiner sur ma cuisine maladroite. Elle avait le don d'alléger les choses, comme si elle portait en elle une lumière malgré les injustices de la vie. Un soir d'été, alors que j'avais 27 ans, nous étions assis dans le jardin à regarder les premières pâquerettes fleurir. Le ciel était étoilé, et Nora m'a montré la constellation d'Orion d'une voix débordante de passion. « Tu penses parfois à notre petitesse ?» a-t-elle demandé. Toutes ces étoiles, vieilles de milliards d'années, et nous ne sommes qu'un instant. Je l'ai regardée, ses cheveux noirs scintillant au clair de lune. Et pour la première fois, je n'ai pas pensé à Sarah. J'ai pensé à Nora, à la façon dont elle me donnait envie de vivre vraiment, au lieu de simplement exister. Peut-être que nous sommes petites, ai-je dit. Mais cet instant, il est assez grand pour moi. Je ne sais pas quand j'ai commencé à aimer Nora. Peut-être que c'était quand elle m'a souri à travers les pâquerettes. Peut-être était-ce lorsqu'elle m'écoutait patiemment raconter mes mauvaises journées au travail sans la juger. Ou peut-être était-ce lorsque j'ai compris qu'elle n'avait pas besoin que je prenne soin d'elle. Elle était plus forte que je ne l'imaginais. Et ce dont elle avait besoin, c'était d'une compagne, pas d'un sauveur. Cet amour n'était pas comme celui que j'avais éprouvé avec Sarah. Avec Sarah, l'amour était une lumière vive, ardente, intense et bouleversante. Avec Nora, c'était une petite flamme constante,
qui me réchauffait pendant les jours les plus froids. Puis un jour, alors que Nora et moi dînions, on a sonné à la porte. J'ai ouvert et mon cœur s'est arrêté. Sarah se tenait là, ses cheveux bruns plus courts, ses yeux bleus emplis de regrets. « Kiran » a-t-elle dit d'une voix tremblante. « Il faut qu'on parle. » Je l'ai regardée, sentant le temps revenir en arrière, et tout ce que je croyais avoir oublié m'est revenu en mémoire. Nora, à table, nous regardait, et bien qu'elle ne dise rien, j'ai vu son regard, non pas jaloux, mais inquiet, comme si elle craignait que je la quitte. J'ai invité Sarah à entrer, mais elle a secoué la tête. « Par ici » a-t-elle dit. Nous étions sur le porche, l'air était glacial. Sarah a pris une grande inspiration et a dit, « Kiran, je dois te dire la vérité. Tes parents m'ont payé pour te quitter. Ils ont dit que si je rompais avec toi, ils me donneraient de l'argent pour repartir à zéro. J'ai accepté parce que je pensais que tu serais mieux sans moi. Mais ils n'ont pas tenu leur promesse, et je ne pouvais plus vivre avec la culpabilité. » Ces mots ont été comme une tempête qui a bouleversé toutes mes convictions. Je trébuchais, m'agrippant à la rambarde pour ne pas tomber. « Ils t'ont payé ?» ai-je demandé, la voix brisée. Sarah a hoché la tête, les larmes aux yeux. « Je suis désolé, Kiran. Je ne mérite pas le pardon, mais tu dois savoir la vérité. » J'avais envie de hurler pour aller à Havenfield et affronter mes parents et leur demander pourquoi ils avaient ruiné ma vie. Mais je suis resté planté là, à regarder Sarah, et j'ai réalisé que je ne l'aimais plus. Non pas par colère, mais parce que mon cœur appartenait désormais à la femme qui m'attendait dans cette maison. J'ai dit à Sarah que je lui pardonnais, même si je n'en étais pas sûr. Elle est partie et je suis retourné à l'intérieur, où Nora était toujours assise, le regard doux mais plein de questions. « Tu vas bien » a-t-elle demandé. Je me suis assis, lui ai pris la main pour la première fois et lui ai dit, « Je vais bien parce que je t'ai. » Nora a souri, et à cet instant, j'ai su que j'avais trouvé une vraie famille. Mais la vie, comme je l'ai appris, est pleine de rebondissements. Un matin d'octobre, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. C'était la mère de Nora. Sa voix tremblait au bout du fil. « Kiran, ton beau-père, Patrick. Il est décédé hier soir. Il a fait une crise cardiaque. » J'étais stupéfaite, sans voix. Patrick O'Connell, mon beau-père, ce fermier travailleur et gentil, avait toujours joué un rôle essentiel dans la vie de Nora. Bien qu'il ait été à l'origine de notre mariage arrangé, je ne l'ai jamais blâmé. Il voulait seulement protéger sa fille, et je le comprenais mieux que quiconque. Je me demandais comment annoncer la nouvelle à Nora. Mais lorsqu'elle a appris cette terrible nouvelle, j'ai perçu un calme glacial qui m'a à la fois impressionné et inquiété. Elle n'a pas pleuré, elle est restée assise tranquillement dans le salon, serrant contre elle le livre d'astrophysique qu'elle adorait. Je me suis assise à côté d'elle, ne sachant que faire, si ce n'est être là. « Papa a toujours voulu que je vive bien » a-t-elle dit au bout d'un moment, d'une voix douce mais résolue. Il n'était pas parfait, mais il croyait en moi. J'ai hoché la tête en lui tenant la main, et nous avons surmonté le deuil ensemble. Les funérailles de Patrick ont eu lieu par une journée pluvieuse dans un petit cimetière près de sa ferme. Havenfield. En regardant Nora déposer un bouquet de marguerites sur son cercueil, je me suis juré de veiller à ce qu'elle ne se sente jamais seule. Patrick avait laissé à Nora un testament, qui contenait un vaste terrain aux portes du Colorado, près des Rocheuses. C'était un terrain qu'il avait acheté à bas prix des années auparavant, principalement composé de collines arides et d'un sol rocailleux, où il rêvait de construire une maison familiale. À Havenfield, tout le monde pensait que ce terrain était sans valeur, trop isolé pour être aménagé, trop rude pour l'agriculture. Nora et moi n'avions aucun projet immédiat. Nous étions occupés par nos activités quotidiennes, et je me concentrais sur un nouveau projet professionnel, l'analyse des données d'une mine du Nevada. Mais le destin en avait décidé autrement. Un week-end, j'ai décidé de visiter le terrain, en partie par curiosité, en partie pour nous offrir, à Nora et moi, une pause loin de la ville. Nous avons quitté Denver en voiture, empruntant des routes sinueuses qui menaient à une étendue sauvage et dégagée où l'herbe poussait clairsemée et où des rochers gris s'étendaient sous les montagnes. Nora était assise à côté de moi, regardant par la fenêtre, le regard perdu. Papa appelait cet endroit. C'est son rêve, dit-elle d'une voix amusée. Il pensait que cela vaudrait quelque chose un jour, mais personne ne le croyait. J'ai ri, pensant que c'était un terrain ordinaire. Mais en sortant de la voiture, quelque chose a attiré mon attention. En tant que géologue, je suis habitué à remarquer les petits signes.
Un éclat minéral, une formation rocheuse inhabituelle. Lorsque j'ai ramassé une petite pierre, elle m'a semblé plus lourde que d'habitude, sa surface scintillant d'un éclat métallique. Mon cœur s'est emballé. J'ai parcouru le terrain pour collecter d'autres échantillons et j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de simples cailloux. Je les ai apportés au laboratoire de l'entreprise ce lundi-là et, après une semaine d'analyse, les résultats étaient incroyables. Le terrain recelait un énorme gisement de lithium, un minéral rare très recherché pour les batteries de véhicules électriques. Avec la flambée des prix du lithium, ce gisement, s'il était exploité, pourrait valoir des centaines de millions de dollars. Je me suis précipité chez moi, papier à la main, le cœur battant à tout rompre. Nora était dans le jardin, dans son fauteuil roulant, à s'occuper des pâquerettes éclatantes sous le soleil de l'après-midi. « Nora, toi. Il faut absolument que je voie ça, dis-je d'une voix tremblante d'excitation, presque en criant. Je m'agenouillai à côté d'elle, étalant les documents par terre, chiffres et graphiques dansant devant mes yeux. Je lui expliquai, de manière un peu chaotique, le lithium, les terres supposées sans valeur de son père, le potentiel de transformation. Ça pourrait valoir des centaines de millions, Nora. Des centaines de millions. Elle me regarda, ses yeux marrons écarquillés, puis éclata de rire, un rire clair et sonore qui résonna dans le jardin. Papa avait vraiment un rêve, dit-elle d'une voix mêlée d'étonnement et de fierté. Il disait toujours que cette terre était spéciale, mais personne ne le croyait. Il le savait, n'est-ce pas? J'acquiesçai en riant bruyamment, me sentant à nouveau comme des enfants, couverts de boue après avoir planté des pâquerettes. Je la pris dans mes bras. Ce moment n'était pas seulement une découverte. C'était une porte ouverte sur un avenir dont je n'avais jamais osé rêver. Nous ne nous sommes pas précipités. J'ai apporté les échantillons de roches et les données à l'entreprise minière où je travaillais et je les ai présentés. Ils étaient stupéfaits, mais j'ai vu mon patron, Monsieur Harris, les yeux illuminés comme lorsque je présentais une idée folle en tant que stagiaire. « Karen, si vous avez raison, c'est énorme, » a-t-il dit en me tapant sur l'épaule. Au cours des mois suivants, j'ai travaillé jour et nuit avec des ingénieurs et de grandes sociétés minières pour évaluer le gisement. Finalement, un conglomérat minier a accepté d'acheter les droits d'extraction pour 250 millions de dollars, plus des parts du projet. Le jour où l'argent est arrivé sur notre compte, j'étais assis à la table de la cuisine, les yeux fixés sur l'écran de la banque, des chiffres qui semblaient un rêve trop surréaliste pour être vrai. Nora m'a pris la main, ses doigts étroitement entrelacés aux miens, et m'a demandé « On peut tout faire, Kiran. » « Mais que veux-tu » Je l'ai regardé dans les yeux, y voyant le reflet du ciel nocturne, et j'ai dit « Je veux que nous soyons heureux. Vraiment heureux. » Nous avons emménagé dans une nouvelle maison à Boulder, une maison à 2 étages avec de grandes fenêtres donnant sur les rocheuses où le lever du soleil dorait les sommets chaque matin. Le vaste jardin est devenu le paradis de Nora, où elle a planté des centaines de fleurs, des marguerites blanches, des tournesols et des lavandes parfumées. À l'intérieur, nous avons consacré un coin à une petite bibliothèque avec des étagères en bois remplies de romans, de livres de science et des textes d'astrophysique que Nora adorait. Elle a commencé à écrire un livre, des pages remplies d'idées sur les étoiles de l'univers, comme si elle cherchait à réaliser ses rêves autrefois confinés dans son fauteuil roulant. J'ai continué à travailler pour l'entreprise minière, mais je dirigeais désormais une équipe de recherche axée sur des projets miniers durables, garantissant que des gisements comme le nôtre génèrent des profits sans nuire à l'environnement. Chaque jour, en rentrant chez moi, je trouvais Nora en train de lire ou d'écrire dans son coin bibliothèque, et je savais que j'avais trouvé un endroit où m'intégrer. Cette manne n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de liberté. La liberté de vivre pleinement. De guérir les cicatrices de Havenfield. J'ai envoyé une grosse somme à 2 clans. Et Liam, qui les aidait à s'échapper de cette maison en bois hanté. 2 clans, aujourd'hui âgé de 20 ans, s'inscrivait en ingénierie à l'université du Colorado, ses yeux s'illuminant lorsqu'il parlait de la conception de ponts et de bâtiments. Liam, 17 ans, se découvrit une passion pour la peinture. Ses toiles éclataient de couleurs, comme s'il repeignait un monde dont il n'osait pas rêver. Je leur ai loué un appartement spacieux près du campus, avec des fenêtres donnant sur un parc, pour qu'ils n'entendent plus jamais le bruit des bouteilles cassées ou des cris. Chaque visite, voir 2 clans rire aux éclats où Liam maniait un pinceau, m'enlevait un poids des épaules, comme si j'avais tenu la promesse faite des années auparavant dans le bus quittant Havenfield. Nora et moi avons commencé à rêver plus grand. Nous avons créé une fondation caritative nommée en l'honneur de Patrick, en hommage aux généreux agriculteurs dont la terre a changé nos vies. La fondation soutenait les jeunes qui, comme moi, avaient été abandonnés ou
maltraités par leur famille. Nous leur avons offert des bourses d'études, loué des appartements pour leur offrir un logement sûr et organisé des séances de thérapie pour les aider à guérir. Chaque lettre de remerciement de quelqu'un comme Mia, une adolescente de 16 ans rêvant de devenir médecin, une étincelle me rappelait que je faisais le bon choix. Mais même si ma vie était désormais illuminée, Nora de Clan Liam, les ombres de mon passé rôdaient encore, prêtes à me tirer de là. C'était l'hiver 2020. J'étais dans mon bureau, à la compagnie minière, en train d'analyser les données d'une nouvelle mine dans le Wyoming, lorsque mon téléphone a vibré. Le numéro de ma mère a clignoté à l'écran. J'ai hésité, mon doigt sur le bouton « Refuser », mais une partie de moi, le garçon espérant encore que ses parents changeraient, m'a fait répondre. « Kiran », a dit ma mère d'une voix d'une douceur essayante. « Ton père et moi voulons te rendre visite. » Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Je serrai le crayon dans ma main, sentant l'air s'épaissir dans la pièce. Je savais qu'ils ne viendraient pas nous rendre visite. Ils ne sont jamais venus. Je vais arranger quelque chose, répondis-je froidement, raccrochant avant qu'elle puisse en dire plus. Je rentrai chez moi, l'esprit en ébullition. Nora était dans la petite bibliothèque de notre nouvelle maison à Boulder, en train de terminer le dernier chapitre de son livre sur l'astrophysique. Elle leva les yeux dès mon entrée, remarquant la tension sur mon visage. « C'est encore tes parents, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en posant son stylo. J'acquiesçai, m'asseyant en face d'elle, et lui parlai de l'appel. Nora écouta comme toujours sans m'interrompre. Quand j'eus fini, elle me prit la main, ses doigts chauds s'entrelaçant aux miens. « Kiran, tu n'es pas obligé de les voir si tu ne le veux pas. Tu leur as déjà trop donné. » Je la regardai dans les yeux, lisant à la fois détermination et inquiétude, et je sus qu'elle avait raison. Mais je savais aussi que je devais les affronter, non pas pour eux, mais pour moi. J'ai contacté De Clan pour obtenir des informations. Il m'a dit, la voix chargée d'amertume, que nos parents avaient dilapidé les 500 000 $ de Patrick O'Connell, l'argent qu'ils avaient reçu pour m'avoir forcé à épouser Nora. De Clan m'a dit qu'ils avaient acheté un nouveau camion, remboursé les dettes de jeu de mon père et dépensé le reste en alcool et en voyages inutiles. Ils sont fauchés, Kiran, a dit De Clan au téléphone. Maintenant, ils ont entendu parler de la mine de lithium, et ils pensent que tu leur dois de l'argent. J'ai serré le téléphone fort, sentant les yeux bleus sur mes bras me pulser à nouveau. Je n'étais pas surprise, mais la douleur était toujours vive, comme une lame que je ne pouvais esquiver. Une semaine plus tard, mes parents se sont présentés à notre porte à Boulder. J'ai ouvert la porte et je les ai trouvés là. Mon père, Shaun, les cheveux gris ébouriffés et les yeux injectés de sang, et ma mère, Maureen, empulusée, un sourire forcé. Lèvres. Kiran, mon garçon, dit mon père d'une voix qui s'efforçait d'être chaleureuse. Belle maison. Tu as bien fait. Je ne répondis pas. Je les invitai simplement à entrer et les conduisis au salon. Nora était là, dans son fauteuil roulant, le regard perçant mais calme. Elle hocha la tête en guise de salut, mais ne dit rien, me laissant gérer. Nous nous assîmes, l'air lourd comme le calme avant la tempête. Mon père alla droit au but. Kiran, j'ai entendu dire que tu avais fait fortune grâce à cette mine. Tu dois partager avec ta famille. Ta mère et moi n'avons plus rien. Ma mère hocha la tête, ajoutant, tu es le fils aîné, Kiran. Tu as une responsabilité envers nous. Leurs paroles ressemblaient à un vieux script, rappelant l'époque où ils me forçaient à travailler pour subvenir aux besoins de la famille, où ils prenaient l'argent que j'économisais en livrant les journaux. Mais cette fois, je n'étais plus ce garçon de 15 ans. J'ai pris une grande inspiration, sentant ma poitrine se serrer. Maman, papa, ai-je dit d'une voix basse mais ferme. Je vous ai donné 500 000 $ de la part de Patrick. Vous avez tout dépensé. Je ne vous dois plus rien. Mon père a ricané comme si j'avais dit une absurdité. Pour qui te prends-tu, Kiran? Tu es riche maintenant, et tu tournes le dos à ta famille. Tu ne serais rien sans moi et ta mère, intervint ma mère, la voix tremblante. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. On est ton sang. Je les regardais, voyant non pas mes parents, mais deux étrangers prisonniers de leur propre égoïsme. Je repensais aux nuits où je restais recroquevillé à écouter des bouteilles se briser. Aux fois où j'avais protégé De Clan et Liam. À la façon dont ils avaient manipulé ma vie. Et puis je repensais à Sarah, mon premier amour, celle qu'ils avaient payée pour me quitter. Je ne les avais jamais confrontés à ce sujet, mais maintenant je savais que je devais le faire.
Tu as payé Sarah pour me quitter, dis-je d'une voix calme et glaciale. Tu as détruit la meilleure chose de ma vie à l'époque. Tu pensais que je ne le découvrirais pas? Mon père se figea, les yeux écarquillés, puis il secoua la tête en ricanant. Cette fille n'était pas faite pour toi, Kiran. Tu ne vis pas un rêve maintenant? Ma mère baissa la tête en marmonnant, nous voulions juste un avenir meilleur pour toi. Je serrai les poings, les ongles enfoncés dans mes paumes. Un avenir meilleur, demandai-je, la voix tremblante de colère. Vous avez fait ça pour l'argent, pas pour mon avenir. Vous n'avez jamais pensé à moi, seulement à vous. Nora prit la parole pour la première fois depuis un coin de la pièce. Vous ne voyez pas, dit-elle d'une voix calme et tranchante. Kiran a tout fait pour cette famille, même quand vous l'avez maltraité. Maintenant, il a le droit de vivre sa vie. Mon père fusilla Nora du regard comme s'il allait répliquer, mais son regard inflexible le fit taire. Je regardais Nora, la gratitude me gonflant la poitrine. Elle était ma force, la raison pour laquelle je ne m'étais pas effondré. Je me levai et désignai la porte. Je ne te donnerai plus d'argent. Ne reviens plus. J'ai ma famille, Nora, Declan et Liam. Vous n'êtes plus ma famille. Ces mots me blessèrent comme une lame, mais ils me libérèrent aussi. Mon père rugit, me traitant d'ingrate. Mais ma mère la sortit, le regard empli de ressentiment. Quand la porte s'est refermée, je suis resté planté là, le souffle court, comme si je venais de courir un marathon. Nora s'est approchée de moi en roulant, posant sa main sur la mienne. Tu as bien fait, a-t-elle dit. Je me suis agenouillé, je l'ai serré dans mes bras et, pour la première fois, j'ai pleuré pour mes parents. Non pas de chagrin, mais parce que j'étais libre. Mais au milieu de mes larmes, une étrange pensée a traversé mon esprit. Si mes parents n'avaient pas détruit ma relation avec Sarah, s'ils ne m'avaient pas forcé à épouser Nora, je n'aurais pas cette vie. Ni Nora, ni la fondation, ni les soirées à regarder les Rocheuses. Je détestais ce qu'ils faisaient, mais je ne pouvais nier que, d'une étrange manière, ils m'avaient conduit ici. Je l'ai murmuré à Nora et elle a souri en me brossant les cheveux. Parfois, le pire nous mène au meilleur, a-t-elle dit. Mais tu ne leur dois rien. Tu as construit cette vie toi-même. En repensant à mon parcours, je constate que le chemin de Havenfield à Boulder était loin d'être une ligne droite. Il était semé d'embûches, de vallées profondes et de moments où je pensais ne pas y arriver. Mes parents, avec tout ce qu'ils ont fait, les coups, l'indifférence, la manipulation de mon premier amour avec Sarah, ont laissé des cicatrices qui ne disparaîtront jamais complètement. Mais ces cicatrices sont aussi devenues la carte qui m'a mené ici. S'ils ne m'avaient pas forcé à épouser Nora, je ne l'aurais pas eu. Notre jardin fleuri ou nos nuits d'observation des étoiles. S'ils n'avaient pas détruit ma relation avec Sarah, j'aurais peut-être vécu une vie différente. Mais je ne suis pas sûr qu'elle aurait eu autant de sens que celle-ci. Je ne les remercie pas. Ils ne le méritent pas. Mais j'accepte que, par l'étrangeté du destin, le pire m'a mené au meilleur. Si je pouvais parler à Kiran, ce jeune homme de 15 ans recroquevillé dans cette maison en bois, je lui dirais, continue. N'abandonne pas. Les jours les plus sombres te mèneront à la lumière, mais il faut persévérer, même avec la peur. Et si j'avais un conseil à donner à quiconque lit cette histoire, aux prises avec une famille toxique ou des blessures invisibles, ce serait celui-ci, tu n'es pas ce que les autres te font. Tu es ce que tu choisis de faire de toi-même. Trouve des gens qui t'aiment vraiment. Saisis les opportunités, aussi petites soient-elles. Et aie confiance, peu importe le chemin à parcourir, tu trouveras la lumière. Je l'ai fait, et tu peux le faire aussi. La vie ne promet pas d'être facile, mais elle vaut la peine d'être vécue si tu oses persévérer. Et moi, Kiran Murphy, j'ai persévéré. J'ai trouvé ma vraie famille, construit une vie fondée sur l'amour et la vérité, et je ne cesserai jamais de rêver grand. Parce que je sais, comme Nora l'a dit un jour, que chacun de nous est une histoire.